Corse, ce sont souvent les femmes qui appuient là où ça fait mal, par leurs actions ou par leur travail. Hélène Constanti appartient à cette seconde catégorie, moins par revendication que par application. Et par amusement, si, vous avez bien entendu, la preuve, avec ou sans filtre. Et bienvenue dans votre vie, Hélène Constanti. Wow. Venez, on s'approche, on C'est s'approche. magnifique, je les ai jamais vus grands comme ça. Et ben on va commencer avec Elle est celle-là. un peu piquée, mais elle est belle. Hein, ouais. Waouh. Qui c'est là? C'est très émouvant. C'est mes grands-parents de Balagne, devant leur petite 4 chevaux. Ouais, je sais c'est plus comment la ça 4L, s'appelait. c'était la 4L. La 4L. Donc, mon grand-père Grisol, il est toujours très élégant. Vous voyez comment il se tient. Il avait des belles mains tachetées de soleil, toujours le chapeau. Papé. Très coquet, papé. Papé. Et mamé. Donc lui, d'une famille de Balagne, de Montemaggiore, et elle de Calvi, une famille de commerçants calvés. Lui, on le voit à son visage, hein, un homme fatigué quand même. Il a été marqué oui, très par... fatigué parce qu'il était... Moi, je l'ai connu déjà âgé et malade. Il avait fait la guerre de 14, au cours de laquelle il avait été gazé. Donc il n'avait qu'un poumon et il était fatigué. Il toussait beaucoup, il était fatigué. Voilà, mais je me souviens de lui, voilà, comme d'un homme élégant qui allait en ville avec son chapeau. Et elle, un peu le contraire, elle. Et elle, une femme forte. Comme mes deux grands-mères étaient des femmes fortes et des femmes actives, hein, c'était pas les mamies gâteaux. Donc elle, c'était une grand-mère institutrice. À Calvi, hein, elle était directrice. Elle n'a pas été directrice Alors elle d'école. était... Non, en fait, tous les deux avaient déjà quitté la Corse pour vivre à Marseille. Ouais. Ils étaient revenus à Calvi à leur retraite, mais ils avaient tous les deux quitté la Corse pour partir travailler. Lui à l'EDF à Marseille, et elle, comme institutrice et directrice d'école à Marseille. Et à Marseille, il va y avoir un heureux événement. Voilà, c'est à Marseille que naît ma mère, leur fille unique. Leur trésor, hein, c'était vraiment la fille... Lucette. Lucette, la fille adorée. Voilà, donc ma mère, et j'adore cette photo d'elle sur le scooter de mon père. Parce qu'elle dit beaucoup de choses. Une femme indépendante, qui prenait beaucoup de place, paraît-il. C'était une femme avec un très fort caractère, une très belle femme, qui assez théâtrale, hein, qui était expansive. Autant mon père, que je vois là, était très réservé, parlait peu. Elle prenait beaucoup de place, oui. C'est elle qui faisait le cinéma à la maison. Et cinéma, vous avez dit le mot, parce qu'elle avait des envies de cinéma quand elle était jeune. Elle aurait aimé être comédienne. Ouais. Et elle a fait des études de lettres. En fait, elle a fait des études d'anglais. Elle aurait aimé enseigner l'anglais, puis très rapidement, les enfants sont nés. On a été une famille nombreuse, donc elle n'a pas pu travailler et elle s'est occupée de ses enfants. Mais avant de s'occuper de ses enfants, il y a eu cette rencontre, vous l'avez Voilà. dit. Lui. Donc mon père. Alors lui, c'est le Parisien, d'une famille parisienne, avec des origines de l'île de la Réunion. Très sérieux, très réservé, ingénieur. Un homme de peu de mots. Ouais. Peu de mots, et j'ai presque envie de dire aussi, alors dites-moi si c'est fort, en tout cas, qu'il ne savait pas trop montrer ses sentiments. Ah, pas du tout. C'était carrément un handicapé des sentiments. Ah bon? Voilà, il était très réservé, il s'exprimait peu, à part pour nous dire « Tiens-toi droit, mets pas tes mains sur la table ». Pourtant, il était amoureux fou de votre maman. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais c'est une caractéristique dans ma famille. Hein. Ce sont... dans sa famille à lui, c'est pareil. Hein. Son père était très, très amoureux de sa mère, qui était elle aussi une femme de caractère, qui était directrice d'hôpital, elle, sa mère. Et l'amour, ça donne des enfants, bien sûr. Et on les voit là. Une famille... moderne, hein, on peut dire ça. Hein. Moderne, ça c'est une période très heureuse de notre vie de famille. Mon père était ingénieur, il travaillait dans l'informatique. Oui. Il a eu l'opportunité de travailler à Los Angeles pendant une année. Et donc toute la famille, à l'époque on était 3, hein, là on voit ma sœur Brigitte, mon frère Philippe et moi. Et donc on va vivre une année très, très gaie, très heureuse à Los Angeles. Oui, votre enfance gaie et joyeuse?
Ou c'est juste cet épisode-là? Cet épisode-là. Après, c'est devenu plus difficile parce que ma mère a eu une grave maladie. Elle a eu ensuite 2 enfants, donc la suite a été plus compliquée. Mais ça, c'était une période très heureuse de mon enfance. Et il y a une autre période très heureuse aussi, dites-moi si je me trompe, c'est les vacances, ici. Ah voilà, ça c'est les vacances en Corse. Alors là, nous petits, quand on était 3, donc je suis une rareté dans la famille. Là, je suis sur la droite avec ma pomme de pin. On est sur les marches de la maison de mon grand-oncle à Calvi. Donc je suis une espèce unique puisque je suis la seule à n'être pas jumelle. Tous les autres sont jumeaux. Le petit garçon et la petite fille, Philippe et Brigitte, sont jumeaux. Ils ont 1 an de moins que moi. Et ensuite vont naître 2 autres jumeaux qu'on voit là, les 2 petits blondinés, qui ont 10 ans de moins. Et elles sont ô combien symboliques, ces photos, parce que c'est pendant vos vacances en Corse que vous allez apprendre une sacrée nouvelle, en fait. On est en vacances en Corse lorsque ma mère reçoit un coup de fil de la police parisienne. Vous êtes bien Madame Constanti, votre mari est mort. Et mon père est mort de façon assez tragique puisqu'il était à vélo au mois d'août et il s'est fait écraser, une voiture lui a roulé dessus. Et voilà, il avait 50 ans. Mais vous, dites-moi si les mots sont pas trop forts, ça va pas énormément vous toucher, cette histoire, finalement? Moi, je n'étais pas très proche de mon père. Hein. Ouais. Comme je vous l'ai dit, c'était un homme froid et distant, voilà, avec qui j'avais très peu d'affinité. Donc ça a énormément affecté mes plus jeunes frères, qui n'avaient que 15 ans. Moi, j'étais déjà 25 ans, j'avais l'impression d'être déjà loin de la famille. Voilà. On va voir où vous étiez justement à ce moment-là. On va pas le voir dans cette pièce-là, on va le voir dans une autre pièce. Allez, Hélène, venez. Allez, Hélène, prenez place. Et donc, effectivement, vous avez quitté le foyer familial. Vous vivez désormais, alors j'ai que cette photo, mais en tout cas, voilà, seule. Ah oui. Là, c'est pendant l'été où je travaille avec ma marraine, Marcel, qui tient un hôtel à Calvi, l'hôtel Les Arbousiers. Je suis femme de chambre. Et l'hiver, vous êtes dans une chambre de bonne chez vos grands-parents. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a pris à 17 ans de partir comme ça? J'étais plutôt bonne élève à l'école. J'ai eu mon bac à 17 ans. Et j'avais envie de liberté. Donc, dès que j'ai été étudiante et que j'ai eu mon indépendance, mes grands-parents m'ont proposé d'occuper la chambre de bonne qui était au 7e étage de leur immeuble parisien. Et donc, voilà, j'ai commencé mes études dans une petite chambre de bonne avec les toilettes sur le palier. Et... Heureuse en tout cas. Extraordinaire. Ah oui? Ah bah, la belle vie, bien sûr, bien sûr. Et puis, vous allez choisir HEC. Alors, je ne sais pas trop quoi faire après le bac. Je suis encore jeune. Je suis mauvaise en mathématiques. Enfin, dans toutes les matières scientifiques, je ne suis pas bonne. Donc, comme voilà, les enfants de famille petits bourgeois, on dit bah, tu vas faire prépa HEC. Donc, je m'inscris en prépa HEC. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. J'ai le coup de foudre pour un étudiant le premier jour. Voilà, l'homme qui est là à gauche de la photo. Donc mon mari, Christian. Donc je tombe folle amoureuse de lui à 17 ans. Et on est toujours ensemble. Donc, HEC, ça vous aura servi à ça au moins, c'est que vous allez rencontrer l'amour. En revanche, par contre, au niveau études, c'est pas tellement ça. Heureusement, il y a votre mère qui va vous donner une belle idée, je crois, non? Oui, parce qu'en fait, donc je ne fais rien pendant cette prépa HEC, et puis je pense que j'étais pas du tout faite pour être une femme d'affaires. Mais ma mère me dit, tiens, ta sœur va passer le concours de Sciences Po. Tu as peut-être tes chances puisque tu es nulle en maths, mais tu es bonne en français. Je parlais couramment anglais puisqu'on avait vécu aux États-Unis. Et donc ma sœur et moi passons le concours de Sciences Po. On le réussit toutes les deux.
Et ces études me passionnent et me permettent de rencontrer un journaliste. Moi, je n'avais jamais pensé à ce métier de journaliste, il n'y en avait pas dans ma famille. Parce que le principe de Sciences Po, c'est ça, hein. Il y a des gens qui viennent donner des cours, des gens prestigieux qui viennent de temps en temps et qui créent des vocations, finalement. Voilà, donc on a des politiciens, des journalistes, des historiens. Et donc, j'ai un de mes enseignants de première année qui est journaliste au Figaro. Et je trouve ça formidable, ce qu'il nous raconte de son métier, me fait très envie. Qu'est-ce qu'il vous raconte de ce métier? Je me souviens plus, Figaro, je sais pas. Figaro en plus. Ouais, non mais ça m'avait. Je me suis dit tiens, c'est un métier qui m'intéresserait. Ah oui. Aller à la rencontre des gens. Et vous lui en parlez de ça à lui? Vous lui dites? Et je lui en parle à la fin de l'année. Je lui dis ça m'intéresse. Je me dis peut-être il va m'aider à rentrer au Figaro, je sais pas. Et je lui en parle. Il me dit je pense pas que c'est fait pour vous. Vous êtes trop timide. Bon, donc c'est pas lui qui m'a aidé à rentrer dans ce métier-là. Et puis je pense que d'abord j'étais pas timide, et puis ensuite il n'y a pas besoin non plus d'être très démonstratif et très exubérant pour être journaliste. Il faut au contraire savoir écouter les autres, s'intéresser aux autres. Et alors qu'est-ce qui se passe à la sortie de Sciences Po donc? Je rentre dans cet hebdomadaire industriel et donc j'apprends mon métier là. Je vais sur le terrain, je vais faire des reportages dans des petites usines qui fabriquent des briques, sur des chantiers de travaux publics un peu partout. Et j'ai appris mon métier comme ça sur le tas dans cet hebdomadaire économique. C'était quoi le nouvel Alors c'était, j'ai très souvent changé de journaux, donc c'était l'usine Nouvelle, ensuite le Nouvel Économiste, l'Expansion, donc j'ai fait pas mal d'années dans la presse économique, jusqu'à ce que j'en ai un peu assez de l'économie, et au bout d'un moment j'ai laissé tomber. Oui, vous en avez assez, sauf que vous poussez le bouchon un petit peu loin, parce que vous vous mettez même à écrire des livres déjà à l'époque. Le premier livre que j'ai écrit, après avoir quitté la presse économique justement pour faire un peu autre chose. Et j'ai trouvé cette histoire amusante et j'ai fait ce livre qui a continué d'ailleurs d'être édité et réédité et qui continue de servir aux étudiants en finance aujourd'hui. Amusant, c'est parce que c'était amusant que vous avez écrit un livre? Voilà. Moi, j'aime bien me faire plaisir et m'amuser et rencontrer des personnages atypiques. Et puis effectivement, vous l'avez dit, quand ça vous plaît un petit peu moins, eh ben, vous basculez. Voilà, alors après j'en ai marre de l'économie, je démissionne du Nouvel Économiste après qu'il ait été racheté par un investisseur que je trouvais pas très intéressant. Donc je pars faire tout autre chose, du reportage. Là à l'époque je travaillais pour Géo et là je pars en Sibérie. Dans une ville où c'était en hiver, il faisait nuit, il faisait froid. Là je pars faire à droite, je suis dans un sous-marin qui fait un sous-marin de scientifique, qui faisait une plongée dans la mer Noire pour étudier les phénomènes sismiques dans la mer Noire. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle du journalisme indépendant, là, déjà, un petit peu? Là, je suis pigiste et je propose des sujets, notamment à Géo. Mais c'est difficile, pourtant. Tout le monde dit que c'est difficile, la presse. Vous n'hésitez jamais à démissionner Oui, et puis aller toquer aux portes qui m'intéressent, en fait. Ouais. Et puis ça se passe bien. Et puis un jour, il y a une rencontre aussi. Pendant que vous travaillez pour Géo, il y a un aventurier avec qui vous faites quelque chose. Alors, c'est vrai que on peut faire le lien avec ce sous-marin-là. Je fais un reportage que je trouve absolument passionnant avec un archéologue sous-marin du nom de Franck Gaudiot. Et ce type est très intéressant. Ensuite, je fais avec lui un beau livre aux éditions du Chêne sur l'ensemble de ses fouilles. Et puis, il me parle de son grand-père, qui a eu une vie complètement folle, un aventurier, un marin aventurier. Je lui dis, mais c'est formidable cette histoire, l'histoire de votre grand-père qui s'était passionné pour le peuplement de la Polynésie. Il me dit, ah oui, vous trouvez? Je dis, mais c'est une histoire de fou. Il me sort une malle et il y avait les bobines du film tournées lors de la dernière expédition de son grand-père dans les mers du Sud. Et on décide de faire un documentaire sur l'histoire du peuplement de la Polynésie. On regarde ce que ça donne. Au XXe siècle, l'énigme du peuplement de la Polynésie va déchaîner les passions. Des marins et des scientifiques de toute nationalité décident de partir à l'aventure, au risque du naufrage.
Ils vont s'élancer sur le grand océan, à bord des embarcations les plus incroyables. Revivre l'épopée des premiers Polynésiens et ressusciter cette civilisation oubliée. Super documentaire, c'est effectivement qu'il y aura les honneurs d'Arte. Quand on fait un documentaire sur Arte, c'est que c'est le top du documentaire. Vous êtes bien débrouillée là encore, Hélène, pour vendre un documentaire à Arte? Oui, je sais pas, enfin, ça s'est fait comme ça. Bah, c'était une bonne idée. Comment est-ce que des hommes sont arrivés au milieu de cet immense océan, alors qu'évidemment, ils n'avaient aucun instrument de navigation? Et donc, ils se sont... c'était en fait le premier peuple, le premier grand peuple navigateur, bien avant les Vikings. Donc, ils construisaient des pirogues doubles, des pirogues à balancier, qui est parti de l'Asie du Sud-Est et qui a découvert ces îles et qui s'est repéré avec les courants, avec les oiseaux. C'est incroyable, incroyable Il y avait documentaire. toute une culture de la navigation qui a complètement disparu. Et ça vous donne des idées, justement, Hélène, parce que vous l'avez dit, vous faites un beau livre, le beau livre marche, on fait un documentaire, et du coup, eh bien, vous allez enchaîner sur complètement autre chose. « 6 mai 2007, Nicolas Sarkozy est élu président de la République. Sa victoire, c'est aussi celle du clan UMP des Hauts-de-Seine. Des hommes qui l'ont accompagné depuis les années 70 dans son ascension vers le pouvoir. Patrick Balkany, Patrick Devedjian, Roger Carucci. Ça, c'est que nous, on voudrait prendre un café si vous pouviez aller sur le marché travailler au lieu de... Et oui, ça repart là. Il y a ce livre, Le clan du président. D'où ça vous vient? Parce que jusqu'à présent, vous étiez dans le grand reportage, les belles histoires. Là, on vient sur, alors, je ne vais pas dire sur de plus sérieux, mais enfin là, c'est quand même... Là, c'est voilà, c'est la période où je me suis intéressée à la politique, et en particulier à la politique locale. Pourquoi? Je ne saurais même pas vous dire comment c'est venu. C'est venu comme ça, je ne sais pas. Ah bon? Quand même, vous avez une petite idée, non? Non, c'est venu comme ça, comme je vous dis, au fil des gens avec qui j'ai travaillé, qui changent de journal, qui me proposent de travailler avec eux. Donc, c'est venu comme ça. Mais là, il y a un vrai basculement dans votre cheminement de carrière, là, quand même. Vous vous en rendez compte quand vous faites ça ou pas? Non. Même pas? Parce que c'est... Je me laisse porter, en fait. Ouais, mais vous c'est voulez... c'est pas une stratégie de carrière. C'est... Voilà, c'est... À ce moment-là, ça m'a intéressée. Et cette recette que vous appliquez aux Hauts-de-Seine, vous allez l'appliquer dans une autre région qui vous est chère. On ne va pas en parler là, on va en parler dans une autre pièce. D'accord? Allez, venez avec moi. Allez, Hélène. Eh bien, on vous retrouve où? Dans cette pièce déjà, mais pas que. Ah oui, ça y est, on est en Corse. Eh oui. On est en Corse, on est dans la baie de Calvi. Vous avez décidé de venir enquêter en Corse? Oui. Qu'est-ce qui vous a pris? Moi, je m'intéresse à ce sujet-là. Je me dis, est-ce que si... D'abord, pourquoi est-ce que cette île est si belle, si préservée? Et je décide d'enquêter sur le sujet. Je rencontre beaucoup de militants d'Oulewant qui m'emmènent du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et je me dis que c'est un sujet important, un sujet intéressant à creuser. Et donc j'écris ce livre en 2012. Vous creusez d'abord pendant un an, hein, Pendant un an, je me promène un peu partout, je creuse, je rencontre des gens. Et je sors ce livre qui s'appelle Razzia sur la Corse. Ah oui. Voilà, En des 2012. plastiquages à la folie spéculative. On vous reprochait d'être trop discrète pour faire du journalisme. Là, on vous découvre quand même un certain courage pour écrire ça. Mais Hélène. toujours discrète, hein. Moi, j'écris pas à la première personne. Hein. Mais du courage, il en faut là, non? Ou pas? C'est vrai que c'était un petit peu... Moi, j'avais envie de faire ça. Et c'est vrai que j'ai commencé à en parler dans ma famille. Et je me rappelle très bien de la réaction d'un de mes frères lorsque j'ai commencé à faire ce premier travail d'enquête. Il me dit « Mais Hélène, tu es folle, on va nous faire sauter à la maison. » Et c'est vrai que j'ai souvent eu, en fait, la réaction la plus fréquente lorsque je parle de ce travail, que ce soit pour le livre ou les livres que j'ai écrits après ou le film que j'ai fait ensuite, c'est « Mais vous n'avez pas peur ?»
Ben non. Est-ce qu'il faut avoir peur? Ben, je pense pas, parce que... Alors, moi, je suis très objectivement, lorsqu'on me pose la question, je me dis peur, mais de quoi? De qui? Non. Et objectivement, non, il n'y a pas Les de gens raison. parlent? Les gens parlent, au contraire. Ouais. Moi, j'ai eu des... Ce livre a été très... Comment dire? Ça a été très agréable de le faire parce que les réactions que j'ai eues oui. suite à la publication... C'est pour ça que j'ai mis ça. Bah, ça a été magnifique. Ouais. Ça a été magnifique. D'abord, il a très bien marché éditorialement parlant. Il continue de se vendre. Il est sorti en 2012. Il continue de beaucoup intéresser. Je l'ai présenté à des salons du livre. J'ai fait des conférences. Et les gens ensuite me connaissent un petit peu maintenant. Et lorsque je vais même dans des villages que je connais pas, les gens me disent « Ah, c'est vous qui avez écrit Razia sur la Corse. Merci pour ce que vous avez fait. » On vous dit merci. On vient m'embrasser et me dire merci. C'est agréable. Ça fait chaud au cœur, non, je Voilà. pense. Parce que c'est un travail quand même solitaire, effectivement, d'enquêter. Quand on vous dit merci, carrément. On me dit merci. Merci d'avoir soulevé le couvercle, d'avoir dit des choses qu'on pressentait, dont on parlait entre nous, mais qu'on n'osait pas exprimer publiquement. Effectivement, suite à ce livre, eh bien, vous créez des envies et je l'ai matérialisé avec cette photo-là. En photo un petit peu floue. Il y a un envoyé spécial qui vous fait une commande, là. 45 minutes, ça va toucher des millions de gens, voilà, pour le coup. Et là, vous vous mettez en scène, hein, pour le coup. Oui, c'est vrai. Là, pour les besoins du film, voilà, j'ai joué mon petit personnage d'enquêtrice sur les routes de Corse. Et est-ce qu'il y a eu un changement, là? Parce que là, on vous reconnaissait, finalement. Là. Est-ce que vous avez senti quelque chose ou pas? Non, ça n'a pas changé ma vie. D'accord. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer votre vie. C'est sur cet écran qu'on va en parler, parce qu'on vous appelle pour faire des conférences, bien sûr, hein, Hélène. Et notamment, j'ai pris... Approchez-vous. J'ai pris celle-ci. C'est une conférence sur la Côte d'Azur. Oui. Où vous parlez de votre livre, effectivement, Razia sur la Corse. Et on va venir vous voir, on va vous dire « Ah, c'est bien ce que vous avez fait, Madame Constanti, mais vous savez ce qui se passe en Corse? Ben, ça se passe aussi chez nous. » Oui. Aussitôt dit. Aussitôt dit, aussitôt fait. Razia sur la Riviera. Et il ne vous a pas échappé qu'autour, il y a des articles de Mediapart, parce que, parallèlement à ça, effectivement, vous êtes entré chez Mediapart. De quelle manière vous êtes entré chez Mediapart, En fait, c'est vrai que c'est la Corse, en fait, qui m'a... à l'époque, j'avais quitté l'Express et j'ai téléphoné, tout simplement. Je connaissais personne à Mediapart. J'ai appelé Edoué Plenel. Je lui ai dit, j'aime ce que vous faites dans Mediapart, mais pourquoi il n'y a jamais rien sur la Corse? Il n'y a pas d'article sur la Corse. Il m'a dit, c'est simplement qu'on est une petite rédaction, puis on n'a personne qui connaît la Corse. Et donc ils m'ont dit, voilà, si tu as des sujets à nous proposer... Et on voit donc l'intouchable Paul Jacob, bien sûr, Tony Le Boucher, etc., etc. Vous continuez ça. Et donc j'ai commencé à écrire sur la Corse pour Mediapart. Et vous écrivez sur la Corse, et la Corse, elle est là aussi. Vous jouez aussi en Corse, parce qu'on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, grande famille de sportifs, hein, c'est important. Vous êtes avec votre mari là sur le GR20, tout simplement. Voilà, exactement. Et moi, ma grande passion, c'est les sports de nature, c'est le plein air, c'est la randonnée, c'est marcher en montagne, skier. Là, l'Altastrade, à la haute route, je l'ai même faite à ski de randonnée l'hiver. Ah oui, effectivement. Donc, j'adore. Et il y a ça. Parce que vous, effectivement, vous marchez en Corse, mais vous travaillez. Oui. Le métier de journaliste indépendant, comme vous êtes, justement, ça a une liberté folle, en fait. Oui, il suffit que je prenne mon petit ordinateur et puis je me pose ici 1 mois, 2 mois et j'écris. On est dans la maison de votre maman, là? Là, on est dans notre maison de famille, que je pars depuis le décès de ma mère, que je partage avec mes frères et sœurs. Donc, c'est notre maison de famille à Calvi, et dans lequel on est très très bien pour écrire. Donc je prends mon ordinateur et je m'installe pour écrire. Et vous proposez des sujets, c'est de là que vous viennent des idées comme celle-ci, par exemple? Voilà, et donc là je creuse un peu le sillon de mes enquêtes corses. Celui-ci paraît en 2017. C'est l'étreinte mafieuse, où là vraiment je vais me pencher sur la façon dont cette île est sous emprise et étouffée par un phénomène que je qualifie de mafieux. Et j'ai écrit ça parce que j'étais frappée de voir que, comme on l'a écrit en sous-titre, à la fois l'économie et la politique sont sous emprise mafieuse dans beaucoup de régions de Corse. Mais là, on va le redire, là, quand on identifie mafia, on donne des noms... Pour Razia sur la Corse, peut-être que c'était passé. Est-ce que là, justement, vous remettez le couvercle? Est-ce que là, vous avez eu des menaces? Est-ce qu'il faut vraiment un vrai courage ou pas, quand même? On vous pose la question. J'ai des menaces.
J'ai des menaces. Quand le premier livre est sorti, j'avais fait une conférence à l'île Rousse. Et la veille de la conférence, l'organisatrice reçoit un coup de fil en disant la conférence d'Hélène Constanti demain, ben, c'est pas possible, hein, il faut l'annuler, vous allez avoir des ennuis, vous et votre famille. Et l'organisatrice m'appelle et me dit bah voilà, on a été menacés, donc est-ce que tu veux venir? Je comprendrais très bien que tu ne veuilles pas courir ce risque et tu annules ta venue. Donc je dis bah qu'est-ce que tu en penses toi? Tu es organisatrice. Elle me dit moi on le fait, j'ai prévenu les gendarmes, on le fait. Je dis mais moi je viens. Et on l'a fait. Il y avait un monde fou, il y avait des gens dehors qui ne pouvaient pas rentrer. Voilà, donc on a des menaces, mais c'est pas nous qui devons avoir peur. C'est eux, ceux dont je donne les noms, qui devraient avoir peur. Et comment vous expliquez, Hélène, que ce soit quand même souvent des femmes qui fassent ce genre de livre, en Corse notamment, des femmes corses? Est-ce que vous avez... J'ai pas d'explication là-dessus, non, je ne sais pas, je sais pas. En tout cas, comme d'habitude, vous explorez un domaine et puis après, l'envie vous prend d'aller dans un autre domaine et c'est la raison pour laquelle on finira avec ça. Voilà, ça c'est ma nouvelle passion, la bande dessinée. La bande dessinée d'enquête, hein, je suis toujours dans les histoires vraies, je suis pas dans la fiction. Et cette idée, elle vous est quand même venue avec cette image-là quand même. Hein, quand il y a eu la prise de possession de Siméone, son papa qui le regardait comme ça. Et en fait, c'est pour ça que vous vous êtes dit, ça, il faut que ça soit... En fait, je me suis dit que lorsque j'ai vu en 2015 cette séance qui était très émouvante à l'Assemblée de Corse, où les nationalistes ont pris le pouvoir par les urnes, hein, par la voie démocratique. Et donc, quand Gilles Siméone fait son discours, en regardant son père qui est à la tribune en haut, et son père est là, Edmond, le visage fermé. Ouais. Et on sent qu'il y a, voilà, il y a à la fois une filiation très forte, hein, le fils qui reprend l'histoire amorcée par son père à Aléria, mais en même temps, voilà, une histoire de famille qui n'a pas l'air très simple. Et puis, je crois savoir que vous allez continuer dans la BD, mais vous avez de nouvelles idées, parce qu'il faut constamment de nouvelles idées. Et la nouvelle idée, c'est quoi, Hélène? Alors maintenant, je suis devenue scénariste de fiction aussi. Puisque au cours de toute cette carrière, j'ai emmagasiné plein d'histoires, j'ai rencontré des gens formidables avec des histoires dingues. Et donc, c'est un très beau matériau pour de la fiction. Donc, je travaille maintenant sur des projets de films, de séries, avec des producteurs de télévision. On dit un petit peu sur quelles histoires? On n'a pas le droit encore de dire, non? Le projet qui est le plus avancé en ce moment, c'est l'adaptation d'un livre que j'ai écrit début 2021. Et donc, c'est une histoire de blanchisseur de l'argent du trafic de drogue. D'accord. Bon. Ça sortira quand? Toujours très comique, hein, oui. les idées. Oui. Et ça sortira quand? Ah, ça, quand Dieu le voudra. D'accord. Bon, mais on sera là pour le regarder une fois de plus. Hélène, c'est la fin de l'émission. Un petit selfie, vous le savez, hein, c'est de coutume. Voilà. Hop. Merci infiniment de vous être déplacé jusqu'à chez nous. Vous repartez sur Calvi, passez quelques jours, j'imagine. Bah ouais, tu m'étonnes. Je vais prendre la route sous la pluie. À bientôt. À bientôt et merci. Allez. Et bravo surtout, Hélène. Et bravo. Au revoir. Merci.